Alors Frédéric Olivier, on va revenir un petit peu à l'histoire de Léonard. 2 mois après sa naissance, oui. Il a été réopéré, et là pour une reconstruction de l'anus, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? On se dit, tiens, l'histoire est terminée? On a mi-chemin. C'est un tout petit peu plus, enfin je ne veux pas prendre une place qui n'est pas la mienne, mais de ce que j'ai compris, parce que je pense que c'est un tout petit peu plus que la reconstruction de l'anus, c'est l'abaissement d'une partie de l'intestin. Voilà, et là, là c'est le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle page, hein, à savoir qu'il y a une partie qui est reconstruite, mais la colostomie existe toujours. Hein, donc le bébé fait toujours ses besoins sur le ventre. Hein, et en revanche, sur la deuxième partie de la colostomie, on injecte là une matière qui est la plus proche de la matière fécale et qui permet de vérifier que effectivement cette partie reconstruite ne se bouge pas. Voilà. Donc là, il rentre à la maison, mais c'est des allers-retours à Necker 2-3 fois par semaine avec justement cette infirmière spécialisée que je viens voir 2-3 fois par semaine pour justement injecter de ce produit et vérifier que ce morceau reconstruit fonctionne. Et au bout de combien de temps on a enlevé la stomie? Au bout de Léonard, avec 4 mois et demi à peu près. C'est exactement, enfin le chrono, et c'est exactement passé comme Madame Sarnaki nous l'avait dit voilà, au téléphone la première fois. Ce sont des interventions, si effectivement les soins ne sont pas faits avec autant de rigueur, apparemment que vous les avez faits, sont effectivement à risque de complications. C'est-à-dire que c'est une intervention qui nécessite effectivement une expertise chirurgicale importante. Et ensuite, ce qui est sûr, c'est que dans la qualité du résultat qu'on va obtenir, ce sont des enfants qui doivent a priori devenir propres. Si on ne peut pas parler vraiment de continence, dans la mesure où ils n'auront pas les mécanismes de la continence naturelle, puisqu'il y a eu cette malformation. Néanmoins, c'est des enfants qu'on arrive à rendre tout à fait propres, avec une vie sociale tout à fait bonne. Et c'est vrai que la participation des parents dans toute cette éducation est extrêmement importante, et ça commence au niveau des soins qui sont faits en période néonatale. Et là, je pense que la collaboration avec les parents est extrêmement importante pour l'enfant. À quoi servent les 2 mois d'attente entre l'opération et le moment où on rétablit un transit normal? C'est-à-dire quand on fait cette opération, l'intérêt de garder la colostomie et la dérivation des selles, c'est qu'il n'y a pas de souillure de la cicatrice. Donc on va avoir une cicatrisation de bonne qualité. Et c'est cette cicatrisation de bonne qualité qui donne de la souplesse au tissu et qui va permettre ensuite d'avoir un bon résultat en termes de continence ou de propreté. La fermeture de la colostomie se fait quand les tissus sont considérés comme étant bien cicatrisés. Et à ce moment-là, on va remettre la région anorectale en charge. Et Léonard va tellement bien que maintenant il est à l'école et qu'il est à peu près propre finalement. Il se débrouille. Voilà. Il sent quand les selles arrivent. Oui. Il ne peut pas forcément se retenir, mais... Non, il ne se retient pas, il sent quand les selles arrivent, dès lors que s'il est sans couche, sans rien, tout va bien. C'est-à-dire qu'il a quelques minutes pour s'installer sur le pot, sinon, comme tous les enfants, il est très occupé à ce qu'il fait. Donc, voilà, et puis il faut juste lui expliquer que il n'a pas l'air traumatisé comme ça, en tout cas, cet enfant. Il a un résultat qui est remarquable pour son âge, parce qu'il est encore très petit. Oui, il a 3 ans et demi, ce que j'allais dire. Et je pense qu'il y a des enfants qui n'ont pas été opérés, qui n'ont même pas... Qui n'ont pas cette résultat, donc oui, ça c'est vrai. Bon, alors j'ajoute qu'il faut quand même faire un lavement le matin, un lavement le soir, pour justement vider, pour le vider complètement, pour pas qu'il y ait des risques de fuite et des risques de... Et on vous a dit que ce serait pendant combien de temps, ça? Je pense que ça sera le temps qui... c'est au moins pendant plusieurs années, parce qu'il faut d'abord il n'a pas la notion de pousser. Toujours à la fois à cause des muscles et à la fois à cause du raisonnement pour savoir ce qu'il doit faire. Et donc, bon, je pense que petit à petit ça se fera, mais ça faut mieux demander à Madame Sarnaki pour... C'est-à-dire qu'on est en train d'évoluer beaucoup sur cette malformation et les résultats qu'on peut voir aujourd'hui chez les adultes, malheureusement, sont des résultats qui ne tiennent pas compte des nouvelles techniques opératoires et de nouvelles prises en charge. Et donc, je pense qu'on peut raisonnablement dire que vers l'âge de 10-11 ans, ça dépend un petit peu de la maturité des enfants, mais ce n'est pas la peine non plus d'exiger de trop. Hein. Ils sont après capables de faire eux-mêmes ce type de démarche, mais c'est vrai que de toute façon, toute leur vie, ce sont des enfants qui vont avoir besoin d'une certaine hygiène de vie, tant sur le plan diététique que sur le plan justement de la régularité de l'évacuation. Parce que j'imagine qu'il faut éviter tout risque de constipation, par exemple. Ça veut dire que Léonard, il
il a un régime très particulier, très strict. Très strict. Et nous avons fait le choix, Olivier et moi, de ne gérer les choses qu'avec des aliments. Donc voilà, en fonction des matières fécales, on agit, on donne un peu plus d'artichauts, des pruneaux. Enfin voilà, c'est un équilibre assez fin. Mais c'était aussi un choix de dire qu'il faut qu'on apprenne à gérer les choses sans médicaments du tout. Ou le minimum. Le régime est strict sur le plan de la surveillance, mais il n'est absolument pas strict sur ce qu'il mange. Il mange de tout. Oui. Oui. Quand on voit sa tête, en tout cas, effectivement, on se dit qu'il n'a pas l'air très malheureux, cet enfant. Non. On nous demande si le kyste de l'ovaire chez un bébé est-il bénin. Est-ce qu'il faut toujours opérer avant qu'on voit cette intervention? D'abord, est-ce que c'est bénin, ce kyste de l'ovaire? Alors, ça dépend. Enfin, quand on parle de kyste de l'ovaire, c'est a priori une lésion uniquement liquidienne. Elle est très différente de nature en fonction de l'âge. Et quand on parle des nouveau-nés, ce sont des kystes qui sont des kystes fonctionnels, un peu équivalents à ceux qu'on va retrouver à la puberté ou chez les femmes en âge de procréer, et qui sont liés en fait à l'imprégnation hormonale délivrée par la maman pendant toute la période pré- et postnatale, enfin périnatale. Donc ce sont des kystes fonctionnels qui peuvent être ponctionnés par voie percutanée, qui peuvent parfois disparaître spontanément. Le risque de ces kystes, c'est la torsion d'annexe. C'est pour ça que de temps en temps, on est obligé soit de les ponctionner, soit, dans certaines situations, on peut être amené à les opérer. Ça peut arriver de temps en temps. Dans cette opération chirurgicale, c'est ce que vous allez voir chez cette petite fille. C'est un reportage de Marina Bertsch. Perdue au milieu de la table d'opération, cette petite fille est née il y a 4 jours seulement. Dans son ventre, un gros kyste à l'ovaire occupe autant de place que son foie. Il a été décelé pendant la grossesse de sa maman. Cette petite fille avait été vue en prénatal pour une grosse masse qu'on dit anéchogène, c'est-à-dire transparente, c'est-à-dire contenant un liquide peu épais. Grosse puisqu'elle mesurait 10 cm. Pourtant, cette opération n'est pas exceptionnelle. En fin de grossesse, la mère produit une grande quantité d'œstrogène. Les ovaires de la petite fille, particulièrement réceptifs, sont stimulés, créant un kyste. Cette masse volumineuse comprime les intestins et les autres organes du nourrisson. On pouvait penser qu'éventuellement il la gênerait sur le plan respiratoire parce qu'il était à grand développement intra-abdominal, et même si elle n'a pas fait par chance de maladie respiratoire. Le kyste à l'ovaire est d'abord ponctionné, vidé de son liquide, qui est envoyé au laboratoire de l'hôpital pour des analyses. Le kyste peut alors être sorti plus facilement de l'abdomen. Pendant ce temps, l'anesthésiste veille, car un nourrisson est un patient particulièrement fragile. Cette petite fille est née prématurément à 34 semaines. Son volume sanguin est très faible, ses poumons ne sont pas encore totalement fonctionnels. Le chirurgien lui découpe la poche du kyste, mais l'appareil reproducteur de cette petite fille n'est pas endommagé. Donc les suites gynécologiques, elles sont a priori très favorables puisque cette petite fille a 2 trompes, qu'elle a un ovaire complet et qu'elle aura probablement sur la bandelette que j'ai laissée une repousse d'un ovaire qui devrait être de qualité. Et puis sur le reste, je dirais que si cette petite fille était à terme, demain elle mangerait, après-demain elle sortirait chez elle. À l'adolescence, cette future jeune fille devra être particulièrement surveillée pour éviter toute récidive de kyste à l'ovaire. Alors vous le disiez, donc c'est effectivement très rare maintenant qu'on soit obligé d'opérer ces kystes, on les ponctionne, sauf parfois quand on a un doute. Un doute diagnostique, parce que les images kystiques diagnostiquées avant la naissance chez la fille, ça peut être évidemment l'ovaire, mais ça peut être aussi une duplication digestive, c'est-à-dire une malformation du tube digestif. Et puis il y a d'autres lésions plus rares, donc parfois on peut avoir des doutes diagnostiques. Et on préfère les voir. Mon fils a été opéré d'une hernie inguinale au mois de février, à 1 mois et demi. Est-ce courant chez les bébés? C'est très fréquent. Très fréquent, puisque finalement la communication, la hernie inguinale, c'est quoi? C'est une communication entre la cavité péritonéale, donc l'abdomen, et chez le garçon, donc une petite poche résiduelle qui est au-dessus du testicule qui s'appelle la vaginale, et de temps en temps, cette communication doit se fermer quelques semaines avant la naissance, ne se ferme pas. C'est particulièrement fréquent chez les prématurés et c'est compréhensible, mais ça existe aussi chez les enfants non prématurés. On peut même en faire le diagnostic chez des adultes jeunes et c'est très fréquent. Et dans ce cas-là, on opère habituellement? Alors c'est généralement complètement chirurgical parce que ça ne régresse pas tout seul, sauf dans les premières semaines de vie chez les petits prématurés. C'est très rare que ça régresse. En général, il y a une intervention chirurgicale. Jeanne nous demande si un enfant de 1 an peut avoir une appendicite. Tout à fait.
C'est très rare, c'est très difficile à diagnostiquer, mais c'est tout à fait possible. Et c'est souvent des situations qui sont un petit peu difficiles pour les médecins qui prennent en charge ces enfants initialement, parce qu'évidemment, on n'y pense pas. Une dernière question un petit peu vite, pardon. Ma fille de 15 mois a un reflux vésico-urétéral qu'il faut traiter. Combien de temps l'intervention dure-t-elle? Demande Erika. Donc c'est un reflux depuis la vessie vers l'urtère, donc qui est le conduit qui va du rein à la vessie. Alors ça dépend quel âge a cette petite fille, mais l'intervention... 15 mois. Donc l'intervention en elle-même, si c'est la durée de l'intervention, ce n'est pas très long, c'est de l'ordre de 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend un petit peu. Et les suites opératoires sont très simples, c'est une hospitalisation de quelques jours, moins d'1 semaine en général. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Bonjour Léonard. Les Allo Docteur à venir pour la fin de la semaine. Demain, ce seront des questions d'enfants sur le corps humain. Seront là pour répondre un rhumatologue, le docteur Gepner, et une gériatre, le professeur Françoise Forette. Jeudi, il sera question des erreurs médicales et vendredi, de la peur du docteur. Et puis un appel à témoins, Benoît. Oui, nous consacrerons prochainement une émission aux grossesses tardives et à la difficulté de tomber enceinte après 35 ans. Je sais que vous n'aimez pas cette expression. Je déteste l'expression tomber enceinte. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous au 01 58 88 85 21. Voilà, et on demain, vous retrouverez Michel, bien sûr. Voilà, et je serai toujours là. On se retrouve demain et Benoît sera bien sûr en coulisses, mais il sera là sinon l'émission ne se ferait pas. Je surveille. Voilà. Excellent après-midi, à demain. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez voir et revoir Allo Docteur sur france5.fr. La santé, c'est tous les jours. Allo Docteur revient demain avec Contrex. La solidarité, c'est rendre les assurances essentielles plus accessibles à tous.